grosses annonces qui viennent bouleverser votre vie et celle du planning éditorial et tout ça. On allait un peu aussi réexpliquer des choses, clarifier peut-être certains trucs. Je vais essayer de vous balancer des petites anecdotes, des choses comme ça. Voilà, on va voir ça tous ensemble. Voilà, il y a un plan incroyable. Le plan, c'est qu'on va parler d'abord des choses, on va dire, plutôt récentes, et après on va revenir sur des choses de réédition et compagnie avant d'ouvrir un petit peu. En parlant de choses récentes, du coup, on commence avec tout ce qui a trait à l'Aube écarlate. Alors, l'Aube écarlate, vous le savez sans doute si vous êtes ici, c'est du coup l'organisation qu'on voit notamment dans Solo Star Wars Story qui a été repris par Darth Maul, du coup, comme on l'apprend à la fin du film. Et ce qu'on découvre dans les comics actuels, c'est que c'est Qi'ra, le personnage joué par Emilia Clarke dans le film, qui est désormais à la tête de l'Aube écarlate. Donc ça, on le découvre dans War of the Bounty Hunters, et donc c'est dans les séries qui sont entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Son but, Qi'ra, c'est de mettre un terme à la domination des Sith sur la galaxie. On se doute bien que ça ne va pas forcément se passer comme elle le souhaite, mais tout le truc va être de voir comment ça va se passer. Nous, notre manière de publier tout ce qui a trait justement à ceci, c'est qu'on le publie à travers des softcovers, hardcovers. Alors là, j'en ai, par exemple, ici, j'ai le numéro 1 d'Hidden Empire en soft et en hardcover. Donc on les publie comme ça au fur et à mesure. Donc il y a eu War of the Bounty Hunters, où il y a eu 5 numéros, puis Crimson Reign, où il y a eu 4 numéros. Après ça, il y a eu un numéro spécial, alors je vais expliquer pourquoi justement, Crimson Reign épilogue, et un numéro spécial Hidden Empire prologue, avant qu'on ait le Hidden Empire justement 1, 2, 3, 4. Du coup, pourquoi on a publié ça comme ça? C'est-à-dire que, en fait, dans ces volumes, on retrouve l'intégralité, on va dire, des séries qui se passent au même moment. C'est-à-dire Star Wars, Dark Vador, donc qui sont Star Wars sur les héros, Dark Vador sur Dark Vador. Les séries aussi Dr. Aphra, donc, qui est sur un personnage secondaire d'archéologue sans scrupules, et Bounty Hunters, donc, qui suit les chasseurs de primes. En plus de ces 4 séries, il y a en fait une série régulière sur Qi'ra qui ne dit pas son nom, justement, qui est la série War of the Bounty Hunters, puis Crimson Reign, puis Hidden Empire, et qui donne du coup le nom à chaque fois au magazine. Vu que justement il y a eu un petit trou entre Crimson Reign et Hidden Empire, on a rajouté ces numéros épilogue et prologue pour que vous ayez en fait une continuité avec, en fait, pour ceux qui veulent avoir un peu tout Star Wars dans le format le moins cher possible, c'est là-dedans, et du coup c'est aussi pour ça qu'on a rajouté ces numéros épilogue et prologue pour que vraiment il y ait tout dans le même format, et voilà. Une fois que c'est publié en softcover et hardcover, alors ça déjà au niveau du planning, du coup ça nous amène jusqu'à la fin de l'année. On est sur des bimestriels. J'ai noté les dates de sortie. Hop, ça. Je les re-regarde, mais globalement il n'y a pas non plus là-dessus de grosses news parce qu'en vrai c'est les dates auxquelles on s'attend. Je redonne juste. Donc en janvier, on a eu la sortie du Crimson Reign, justement, épilogue. Après, en mars, on a eu le Hidden Empire prologue, mai, le Hidden Empire 1, et comme ça jusqu'à la fin de l'année, Hidden Empire 2, 4, 3, 4. On continuera a priori en 2024 avec le même type de publication, mais pour l'instant, vu que c'est 2024, c'est quand même un peu loin. On attend de voir, mais c'est vrai qu'il y a cette idée de crossover Dark Droid qui vient d'être annoncée en VO, qui fait qu'a priori on va pouvoir continuer de vous proposer toujours le même format, voilà, et le même suivi, on va dire, éditorial.
une fois que ces séries ont été publiées dans ces softcovers et du coup hardcover, elles sont proposées ensuite en hardcover vraiment séparé, chaque série à l'unité, on va dire. Donc War of the Bounty Hunters, la série principale, toute seule, les séries Star Wars, Bounty Hunters, Dr. Aphra, Dark Vador, donc qui étaient les tomes 3 à ce moment-là, à part également. Et après, même chose avec Crimson Reign, un tome Crimson Reign. Et du coup, en janvier, on avait par exemple les tomes 3 de Dr. Aphra et Bounty tome 4 de Dr. Aphra et Bounty Hunters. Du coup, entre Crimson Reign et Hidden Empire, il y a des tomes pour chacune des séries qui vont être publiés au fur et à mesure de l'année. Du coup, Star Wars, alors ça sera d'abord Dark Vador, tome 5 en juin, puis, hop, je prends mes notes, ce sera Dr. Aphra et Bounty Hunters, tome 5 en juillet, et Star Wars tome 5 en août. Voilà. Et après, il y aura la même chose pour Hidden Empire, avec la mini-série Hidden Empire et les tomes 6 de Star Wars et Dark Vador en décembre de cette année. Voilà, donc ça c'est un peu les séries régulières, la continuité qu'on a. En termes on va dire de lecture, c'est vrai que sur le tome de War of the Bounty Hunters, enfin les tomes de War of the Bounty Hunters, les séries étaient très imbriquées les unes dans les autres. C'est moins le cas par la suite. Hein, si vous êtes en train de les lire, vous aurez vu que sur Crimson Reign et sur, peut-être si vous avez déjà lu le premier tome d'Hidden Empire, on a moins ce côté imbriqué des différentes séries. Elles vivent plus un petit peu chacun dans leur coin avec des implications les unes dans les autres. Mais bon, ça vous permet quand même d'avoir ce magazine, on a envie de dire, qui compile un peu toutes les séries. Après ça, deuxième volet des choses dont on va parler, c'est la Haute République. Alors pareil, hein, je pense que vous voyez ce que c'est la Haute République si vous êtes ici, mais je vais quand même refaire le pitch en 2 mots. La Haute République, c'est une époque qui est située environ 200-300 ans avant la saga Skywalker, et où c'est l'âge d'or des Jedi et le moment où la puissance de la République est à son paroxysme. C'est un âge de paix. Où on vous a déjà proposé, durant les années précédentes, la série principale donc, de Cavan Scott et Ario Anindito, Star Wars de la Haute République, donc les tomes 1, 2, 3. Il y a eu une série de Daniel José Holder qui a été Star Wars de la Haute République, Les Aventures, tomes 1, 2, 3, et 2 one-shots, La Piste des Ombres, donc, qui est de Daniel José Holder encore, et qui est un titre adulte, et La Haute République des Aventures, Le Monstre du Pic du Temple, qui pour le coup est quelque chose de plus jeunesse, ou en tout cas tout public. Donc ça c'était la phase 1 de la Haute République, et la phase 2, en bon esprit Star Wars, se déroule avant la phase 1, parce qu'on aime faire les choses simples dans Star Wars. Et on va se retrouver du coup avec des nouvelles séries et mini-séries qui vont se dérouler environ un siècle, 150 ans de mémoire, là j'ai un petit trou, mais c'est ça, hein, 150 ans, les spécialistes, voilà, avant la phase 1. Évidemment, il y a des espèces extraterrestres, enfin aliens, qui ont du coup des durées de vie qui font qu'on retrouve les personnages qu'on a pu découvrir dans la phase 1 quand ils sont plus jeunes, comme Porter Ungle, qu'on voit là. Et du coup, la publication de la Haute République, phase 2, elle va commencer chez nous en août, avec le premier tome de la Haute République, phase 2 donc, de Marvel, par Cavan Scott et Ario Anindito. Donc on retrouve exactement la même équipe créative. En septembre, ce sera le tome 1 de La Haute République, Les Aventures de Daniel José Holder, on retrouve aussi, avec un personnage dont là le nom va m'échapper évidemment, mais qui est la Padawan qu'on a,
c'est ça, je savais que c'était ça quelque chose. C'est celle qu'on voit du coup avec Maskanata dans la série Les Aventures. Et là, on la découvre justement quand elle est encore Padawan et quand elle va rencontrer Maskanata justement. Et donc ça, le tome 1 sur 2 du coup, sera publié en septembre. En octobre, on aura justement The Blade. Donc, j'ai pas encore la traduction, mais je vais prendre le risque de dire que ça s'appellera La Lame. Voilà, hein, je prends des risques ici. Et du coup de Charles Soule et de Marco Castelliero qui est ici présent, enfin pas ici là, mais à l'attente, là-bas, qui sera sur Porter Engel et sa sœur. Voilà, une mini-série en un tome. Et ça, on ne l'avait pas encore annoncé. En novembre, on aura donc le one-shot, pareil, le récit complet, Star Wars, la Haute République, les aventures, The Nameless Terror, qui, encore une fois, je prends des risques, s'appellera La Terreur sans nom, et qui sera donc un one-shot. Alors, Nameless, les sans nom, si vous êtes à jour de vos lectures de la phase 1, ça vous dira forcément quelque chose. Bon, si vous n'êtes pas à jour de vos lectures, je ne peux pas trop vous dire, mais c'est vrai que c'est un type de personnage, un type de créature qui a une importance assez considérable déjà dans la phase 1, et donc on va sans doute en apprendre un peu plus là dans la phase 2. Voilà, ça c'est sur la Haute République. Du coup, il y aura 2 tomes à chaque fois, par contre, pour les séries principales, hein, la série Cavan Scott et celle de Daniel Joseph Holder, mais les tomes 2 seront publiés du coup début 2024. On ne quitte pas tout à fait la Haute République parce que on va parler des 100%. Alors les 100%, c'est pareil, hein, c'est le format dans lequel on publie la Haute République, dans lequel on a aussi publié à l'époque, pourquoi j'ai choisi celui-là au hasard, donc l'adaptation de Throne en comics, qui est disponible aussi à la librairie et que vous pouvez faire dédicacer par Timothy Zahn. Du coup, c'est le format un peu classique. Et là-dedans, on a publié Alcyon Legacy, je ne sais pas comment le dire, Alcyon Legacy, on va le dire avec un accent français, Ethan Sachs et Will Sweeney, qui est un récit donc, qui est un récit clin d'œil en fait au nouvel hôtel qui existe à Walt Disney, dans l'hôtel Star Wars, et qui donne l'impression d'être dans un yacht de croisière en fait. Et c'est le Halcyon justement, et on va suivre en fait son histoire à travers toutes les époques de la Haute République à la postlogie, à travers plein de petits récits comme ça qui nous font voyager. Ça, c'est sorti en début d'année. Obi-Wan, donc de Christopher Cantwell et de plusieurs dessinateurs, dont Ario Anindito, décidément. C'est du coup pareil, c'est plusieurs récits à travers la vie d'Obi-Wan. Et Christopher Cantwell, c'est vraiment un très bon scénariste. Et Obi-Wan, ça sort ce mois de mai. Dans ce qui est déjà sorti dans la collection 100% aussi cette année, on a le tome 1 de The Mandalorian, donc qui est l'adaptation des 4 premiers épisodes de la saison 1. Alors, on a sorti 4 couvertures différentes. La principale de Adi Granov, 2 variantes disponibles dans le commerce, mais qui sont déjà très bien parties. Donc, je pense qu'elles commencent à être dures à trouver, de Pitch Momoko, où on voit Gros Goût, et de David Aja, où on voit Tinjarin, et une couverture de Giuseppe Camuncoli, qui vient avec un ex-libris signé, qui est disponible uniquement sur notre site. Alors Mandalorian, le pourquoi juste 4 épisodes dans ce tome 1, c'est parce que chaque épisode fait 30 pages au lieu de 20 en plus, donc c'est des épisodes assez longs. Et je revérifie les dates, hein, désolé. Je suis le nez dans les notes, mais Mandalorian tome 2, ça sortira en octobre, donc la deuxième moitié donc, de la saison 1. Voilà. Là j'ai mis la couverture de Stéphanie Hans parce que je l'ai trouvée très jolie, mais je n'ai aucune idée de la couverture qui va être choisie. Voilà, mais celle-là elle est jolie. Et à côté de ça, j'ai mis le tome 2 de l'adaptation en BD, on va dire, qui est en fait, pour le coup là, l'adaptation en BD, elle adapte
chaque saison en un album de 80 pages. Perso, je les trouve très chouettes, c'est plutôt pour kids, mais c'est vraiment sympa et pour le coup c'est assez marrant de voir les différences, les différents choix qui seront faits d'adaptation. Sur un épisode, d'un côté, on se retrouve du côté de Marvel Comics avec 30 pages pour adapter un épisode de saison. Dans la version Kids, on se retrouve avec 80 pages pour adapter une saison complète. Donc les choix qui sont faits, c'est assez marrant à voir et presque à analyser, quoi. Bon là c'est mon côté, j'aime bien faire de l'analyse et tout ça, mais c'est assez chouette là-dessus. Et j'aime bien le style un peu cartoony qui est choisi pour ça. Voilà. Après ça, c'est à chacun sa cam. Hein. Et d'ailleurs, je ne devrais même pas dire ça parce que je ne suis pas là pour faire de la pub à la concurrence, mais il y a aussi la version du coup en manga de Nobi Nobi qui donne encore un autre choix d'adaptation. C'est assez marrant. Dans les autres 100%, pareil, là c'est des choses qui n'ont pas été annoncées jusqu'ici. Donc c'est le tome 2 tomes uniques, c'est pas des tomes 1. Donc ça, il y en a peut-être certains qui diront « Ah bon ?» parce que Yoda, c'est une mini ou maxi-série dans le monde des comics. Parfois, on parle de maxi-série quand ça dépasse 6 ou 8. Donc Yoda, c'est une maxi-série, on va dire, de 10 épisodes et qui seront publiés en un seul tome. Donc voilà, on ira directement sur un seul tome. Le choix me semble logique lié au fait que c'est des espèces de petits arcs. Je crois qu'il y a un arc de... c'est 3 arcs de 3 et un épisode à la fin qui vient conclure tout ça. Donc il aurait fallu faire 6 et 4 ou des choses un peu bâtardes comme ça. Donc je pense que c'est pas mal de tout avoir en un seul volume. Et à côté de ça, Sana Starros, sur le personnage de Sana qui... alors, si vous suivez les comics, vous savez qui elle est. Si vous ne suivez pas les comics, vous ne savez pas qui elle est. C'est un personnage qui a été introduit dans la série Star Wars de Jason Aaron, qui se présente au début comme étant la femme de Han Solo. Spoiler, elle n'est pas du tout la femme de Han Solo. Mais elle est aussi une contrebandière. Elle est aussi donc elle est un peu une ex de Han. Elle est aussi une ex du docteur Aphra. Et c'est un personnage assez cool, avec un background assez cool. Et je suis sûr, hein, je vous connais là, et je suis sûr que vous êtes certains à dire « Ah, on a trop de comics sur Dark Vador, ah, on a trop de comics sur Luke et Han. » Et là, on vous propose sur un autre personnage, et je suis sûr que vous allez dire « Ouais, non, je sais pas, je vais plutôt prendre celui sur Dark Vador. » Alors arrêtez de faire ça, et vous prenez Sana Starros pour changer vos habitudes et avoir des trucs sur des personnages différents de temps en temps. Oh, hein, parce que je vous vois. Voilà, c'est dit. Et du coup, Sana Starros, ça sortira en décembre de mémoire et Yoda en novembre. Et si c'est pas ça, c'est l'inverse. De toute façon, fin d'année pour les deux tomes. En parlant de petits personnages qu'on ne connaît pas assez bien et qui manquent d'exposition, Han Solo et Chewbacca, ils ont on va dire une maxi-série, encore une fois, en 10 épisodes. Alors un peu plus de 10 épisodes, parce qu'il y a aussi eu un one-shot spécial appelé Live Day. Le premier tome est déjà disponible. C'est de... je ne retrouve plus son prénom, de Guggenheim, celui qui a fait notamment la série Arrow, et dessiné par David Messina. Et on est dans la période pré Un Nouvel Espoir. C'est le moment où vraiment il est dans le côté contrebandier, filou, vaurien et tout ce qu'on veut. Et il va devoir faire une mission pour Jabba avec Greedo. Et en fait, il y a vraiment un côté film de casse où ils vont mettre en place un plan pour pouvoir dérober le truc qu'ils veulent. Évidemment, le plan, il va partir en sucette, etc. et tout ça. C'est assez chouette. Et en plus, ça n'arrête pas de rebondir avec des nouveaux plans, avec des trahisons dans un sens et tout ça. Ce qui est assez cool, c'est que ce sera complet en 2 tomes, donc il n'y a pas un côté non plus un peu course à l'échalote où ça n'arrête pas de rebondir pour ne plus en finir. Là, il y a un côté, on sait qu'on va vers la fin, donc c'est très rythmé et très sympa, bien dessiné. Et le tome 2 sortira, c'est quand qui sort, hein, c'est mes notes qui vont me le dire encore, sortira en septembre. Ce qui est intéressant au passage, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de Dark Droid, donc qui allait être un peu la suite, quoi, alors c'est pas la suite, c'est plutôt une autre intrigue du coup post Hidden Empire.
il se trouve qu'il y a des éléments de ça qui sont également dans la série Han Solo et Chewbacca. Donc on se retrouve en fait avec comme ça un peu des miettes qui sont éparpillées dans plusieurs séries pour mener à quelque chose. Ce qui est assez intéressant notamment, c'est que du coup là ça se passe dans le passé, en fait, ils ont des récits qui ne sont pas cohérents. C'est-à-dire le récit tel qu'on l'a dans Han Solo et Chewbacca n'est pas le même que celui qu'on va lire dans le numéro spécial Star Wars Revelation qui est dans Hidden Empire 1. Et du coup, on voit qu'ils ont chacun des choses qui rentrent un petit peu en contradiction, donc on ne sait pas vraiment la vérité au sujet des droïdes en question, dont je vais rester flou pour que vous puissiez découvrir tout ça à la lecture. Ça, c'était du coup le programme des 100% qui sortiront cette année. Donc vous l'avez eu en fait un peu en 3 étapes. Ceux qui rééditent les séries Star Wars, Dark Vador et compagnie, voilà. La Haute République, et à côté de ça, les autres nouveautés autour de ça, comme la série Yoda, la série Sanastaros, etc. À côté de ça, on a d'autres types de rééditions qui sont les rééditions en deluxe. Donc les deluxe, c'est des formats qui sont plus grands, cartonnés, et surtout en général plus épais. Et typiquement, là, je vais prendre le cas de la série Star Wars. Vraiment, je suis content de la manière dont on l'a publié, la série Star Wars, donc je vais me passer un petit peu de pommade là-dessus. Mais du coup, la série Star Wars, elle a été reprise par plusieurs scénaristes au fur et à mesure. Donc au début, c'est Jason Aaron. On a à peu près tout Jason Aaron ici, c'est-à-dire on a un tome 1, Skywalker passe à l'attaque, avec les 12 premiers épisodes. Après, on a le crossover avec la série Dark Vador, qui s'appelle Vador abattu. Après, on reprend juste après ce crossover avec de mémoire, il fait genre plus de 400 pages, le gros tome, La guerre secrète de Yoda, donc, qui raconte la suite de tout ça. Et la fin du run de Jason Aaron se trouve dans le tome crossover, pareil, La Citadelle Hurlante, qui est un crossover avec la série Dr. Aphra. Et là où je suis vraiment content de la manière dont on a publié la chose, voilà, je me permets de le dire, c'est qu'en fait, du coup, on a tout Jason Aaron jusqu'à ce tome-là, mais la Citadelle Hurlante, c'est aussi le début, d'une certaine manière, du run de Kieron Gillen, qui prend la suite. Donc on a aussi tout le run de Kieron Gillen avec ces 3 tomes-là. Donc si vous avez envie de tout lire, vous pouvez enchaîner les tomes. Si vous avez envie de lire que Jason Aaron, vous avez tout qui se termine dans ce tome-là. Si vous voulez lire que Kieron Gillen, vous avez tout avec ces 3 tomes. Donc c'est sympa pour vous, c'est bien édité, c'est magnifique. On applaudit. Non mais c'était... Voilà. Donc après il y a le run de Kieron Gillen donc, qui est complet avec ces 2 tomes, dont celui-là, La mort de l'espoir, qui vient de sortir. Et il y aura cet automne, pareil, je vais re-regarder mes notes, il y aura le 5e tome de la série Star Wars qui sort en septembre et qui lui sera un volume complet rééditant l'intégralité du run de Greg Pak dedans. Donc voilà, pareil, si vous voulez ne lire que le truc de l'auteur, il y aura tout dans le même. Toujours en parlant de réédition, il y a évidemment la collection qu'on vient de sortir, vraiment à l'instant. Même, elle n'est pas encore sortie, elle est là en exclusivité vu qu'elle sort le 3 mai. Donc cette collection en format souple à 6,99 où on a mis 6 récits qui nous semblent être parmi les plus accessibles, les plus voilà, la meilleure porte d'entrée, on va dire, dans l'univers Star Wars. Si vous êtes ici, c'est qu'il y a des chances que vous les ayez déjà ou en partie. Néanmoins, il y a le côté aussi, s'ils vous disent que vous les trouvez beaux et que vous avez envie de les lire, etc., il y a aussi un très joli coffret collector. Regardez comme il est beau le coffret. Hop. Coffret collector, en fait, donc avec un dessin de Giuseppe Camuncoli qui fait tout le tour de la boîte, on va dire. Et après, c'est accompagné de 6 ex-libris, dont plusieurs de Mark Brooks, un de Simone Bianchi, un de Nick Klein et un de Luke Ross avec Darth Maul. Donc tout ça, vous pouvez trouver les visuels en ligne, ils sont dispo, ils ont déjà été partagés plein de fois. Donc, là j'en remettais parce que c'est toujours joli d'avoir c'est toujours sympa d'avoir des jolis dessins, mais voilà.
Alors après, je préviens, il y a une des images après qui n'a rien à voir avec le planning VF, elle est juste là pour introduire l'anecdote. Je préviens. Donc, pourquoi là on a le comics Santan, on prononce comme on peut, hein, c'est du Wookiee, du Sherrywood donc. C'est parce qu'en fait, l'histoire derrière le Dark Vador Star Wars verse, on a chez Panini, pour les héros Marvel, ces formats, cette collection de petits formats souples qui s'appellent les Marvelverse, où on publie une petite anthologie autour de chaque personnage. Et en fait, c'est quand j'ai vu le Santan de Marvel aux US, où ils avaient publié, ils avaient appelé ça Star Wars Tales, et ils avaient publié dedans plusieurs épisodes avec le Wookiee. Ils avaient profité de le publier au moment du livre de Boba Fett, vu qu'il est dedans. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement le même principe que nos Marvelverse. Pourquoi on ne ferait pas la même chose pour Star Wars? Et donc c'est comme ça en fait que j'ai proposé en disant on pourrait faire ce même format, on pourrait le développer aussi pour Star Wars. Alors pareil, j'imagine que si vous êtes présent à une conférence sur le planning éditorial, à une convention Star Wars, bon, il y a des chances que ce ne soit pas forcément le format qui vous parle le plus de manière directe, mais on pense que c'est un bon format pour que le grand public découvre les comics Star Wars. Et au passage, ça me permet d'annoncer le prochain Star Wars verse, le prochain personnage qui aura le droit à ce format en fin d'année. Quand est-ce que je vais réussir à le retrouver? Je ne sais pas. Je vais vous dire ça dans quelques instants. De toute façon, vous pouvez essayer de deviner quel personnage ça va être. Il y a de bonnes chances que vous ayez raison. Ce sera en novembre. Et voilà, aucune surprise, ce sera Luke. Voilà. Donc évidemment, pour l'instant, les Star Wars verse, en tout cas, vont être consacrés aux personnages les plus emblématiques. Donc oui, Dark Vador, Luke. D'ici à ce qu'on arrive à Crimson Satan, bon, il y a quand même un petit peu de marge. Mais j'espère qu'on aura aussi l'occasion d'en faire sur des personnages peut-être un peu plus exotiques, comme Sana Staros par exemple, si vous achetez le tome sur Sana Staros. Voilà. En parlant de réédition, on va aussi parler des rééditions de la période légende. Alors j'ai fait un truc simple, j'ai repris tout dans l'ordre. Voilà. Donc je vais aller vite hein, parce que je ne vais pas repasser sur tout, mais le principe du coup de l'Epic Collection, donc qui sont des gros volumes, hop, souples comme ça, ils existent aussi en version collector, mais voilà, c'est l'idée, c'est que quand même c'est des gros volumes souples. C'est de republier tout ce qui a été fait par Dark Horse durant les années, on va dire 90, 2010 et début 2010, en tomes chronologiques in-universe. Donc on ne reprend pas dans l'ordre de ce que Dark Horse a publié comme ils l'ont publié, mais on reprend tout ce qu'ils ont fait et on le met dans l'ordre de l'univers et on le publie dans des grandes ères. La première, c'est la Genèse des Jedi, donc qui sera en 3 tomes. J'ai repris ça. Après, on a l'Ancienne République, qui sera a priori en 5 tomes, peut-être 6, je ne sais pas encore, mais où on en a déjà publié 2. Après, et là on va du coup on va être raccord en plus, on a l'Ascension des Sith, donc où on a publié déjà le tome 1, et on vient d'annoncer que le tome 2 sortirait plus tard dans l'année. J'ai plus la date, mais pareil, ça a été annoncé, donc c'est pas vraiment une news là. Et ça enchaîne directement sur la menace révélée. Donc l'Ascension des Sith, c'est juste avant la menace fantôme, à tel point que dans le tome 2, il y a l'adaptation comics de la menace fantôme. Et la suite directe, ça se passe après la menace fantôme, d'où le titre, la menace révélée. Qui sera du coup là plutôt en 4 tomes. Pour l'instant, il y en a un qui est sorti. Après ça, on passe à la période La Guerre des Clones, où on a 2 tomes de parus. Il y aura en tout, je crois, 4 tomes au moins pour la Guerre des Clones. Et après, il y a la période de l'Empire, donc qui se situe après la revanche des Sith. Donc on a déjà eu 2 tomes de l'Empire qui sont sortis, et le 3e qui sortira pareil à l'automne. Et en fait, on saute une période. C'est-à-dire qu'en VO, il y a une période qui est également proposée, et pour l'instant, c'est une période où on n'a proposé aucun tome. C'est la période de la rébellion. J'ai proposé de publier les trucs dans un certain ordre, et globalement, ils ont pris mon ordre,
et à aucun moment ils m'ont demandé pourquoi je mettais la rébellion aussi tard. C'est que vraiment, la rébellion, en fait, on est pile dans la même période que ce qu'on publie le plus. On publie énormément de trucs à cette époque-là, c'est toute la période en fait entre Un Nouvel Espoir et Le Retour du Jedi. Et tous nos comics canons en fait se passent durant cette période. Donc moi, de manière on va dire spontanée, j'ai voulu qu'en publiant le Légende, on aille s'intéresser aux autres époques. Donc c'est vrai que pour l'instant, tout ce que j'ai mis se passe soit avant, soit après. La rébellion, on y viendra à un moment, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est la période que j'ai laissée un petit peu de côté. On ira juste un peu plus tard. Voilà. Par contre, du coup, il y a la période suivante qui est la Nouvelle République, où il y a déjà le tome 1 qui est sorti. Et il va y avoir le tome 2 qui va sortir en décembre. Et si vous étiez là, du coup, à la conférence d'avant, la conférence de Lucille pour Pocket, elle vous a annoncé qu'en décembre, il y allait avoir les intégrales légendes sur Rogue Squadron. Et du coup, le tome 2 de la Nouvelle République en comics, ce sera sur le Rogue Squadron également. Donc c'est incroyable. On aurait voulu le faire exprès, que ça se serait passé comme ça. Je vous laisse essayer d'imaginer si on l'a fait exprès ou pas. Donc ça, c'est la sortie qui n'avait pas été annoncée pour décembre. Et à côté de ça, il y a la période l'héritage, Legacy, où le tome 1 est déjà dispo et le tome 2 sortira d'ici quelques semaines. Sur la période légende, toujours, je regarde leur télé en même temps, sur la période légende, toujours, il y a également la série Star Wars de la période Marvel de 77 à 86. Donc il y a eu le tome 1 qui est déjà paru l'année dernière, le tome 2 en omnibus qui vient de paraître, et le tome 3 qui sortira l'année prochaine. Tome 3 dans lequel du coup il y aura la fin de la série régulière, de mémoire l'adaptation du Retour du Jedi, mais aussi un peu tous les trucs qui ont été publiés à côté, parfois dans des one-shots ou des choses comme ça. Et normalement, on croise les doigts, c'est pas une annonce parce que c'est pas officiel, on espère que ça se fera, machin, etc. Mettez les guillemets qu'il faut, mais normalement, on aimerait bien avoir le Star Wars 108, celui qui a été fait par Marvel, donc récemment, en hommage à cette époque, et voilà, qui est sorti. On aimerait bien qu'il soit dedans aussi. Voilà. Et vu que je vais réussir à finir ma phrase, vu que la convention s'appelle Génération Star Wars et Science-Fiction, je me suis dit que j'allais passer quelques dizaines de secondes à vous parler quand même du reste de nos publications en termes de science-fiction. Alors, science-fiction seulement, justement, je ne peux pas évoquer spécialement les super-héros. Mais en science-fiction, on a du Xénomorphe. Donc on a plusieurs publications. Il se met à pleuvoir, c'est cool, je vais avoir des gens qui vont venir écouter la conférence. On a plusieurs tomes sur les Xénomorphes. On a en collection 100% cartonné classique une série de Philip Kennedy Johnson où le premier tome est dessiné entre autres par Salvador Larroca et après par d'autres dessinateurs. Sa série sera complète en 3 tomes et en fait chaque tome est un peu indépendant, donc ça se lit très bien séparément. Le 4e tome sera a priori un nouveau tome 1. Il est signé au scénario par Declan Shalvey et par Andrea Brocardo, que vous avez déjà pu voir sur du Star Wars. Voilà, ça vient juste de commencer en VO. On espère vous le proposer à partir de décembre, cette nouvelle série de Declan Shalvey. Et à côté de ça, il y a des omnibus qui en fait jouent le rôle un peu des Epic Collection, qui sont là pour republier ce qu'a fait Dark Horse. Voilà, de 89 à 2014 de mémoire. Et le dernier titre de science-fiction dont je voulais vous parler, c'est pas, pour le coup, c'est pas une grosse licence, c'est rien de tout ça, c'est vraiment du graphic novel. Ça s'appelle Made in Korea, c'est de Jeremy Holt et de J.J. Skal. C'est vraiment de la SF de type accessible à tout le monde. Vraiment, vous pouvez mettre ça dans les mains de quasiment n'importe qui. On est dans un futur proche où la natalité a énormément baissé et où ceux qui veulent des enfants parfois passent par acheter un robot avec une IA extrêmement développée. Et ce qu'on va suivre dans Made in Korea en particulier, c'est l'histoire d'une famille qui se retrouve avec un robot fille qui a une IA particulière.
il y a quelqu'un en Corée qui a trafiqué cette IA-là pour la rendre encore plus performante que les autres. Et en fait, c'est une IA qui va avoir des sentiments, qui va avoir des questionnements, qui va avoir plein de choses. Et du coup, ça va parler à la fois de déracinement. Jeremy Holt est d'origine coréenne, mais adopté aux États-Unis. Donc c'est un récit qui est très personnel pour lui. Qui va avoir des questions sur la violence aux États-Unis, sur la question d'identité de genre, sur plein de choses comme ça. Et c'est en moins de 200 pages un récit vraiment d'une justesse absolue. Voilà, je voulais passer 1 minute 30 pour parler de Made in Korea parce que c'est vraiment un très chouette titre. Et voilà, si vous aimez la SF, et j'imagine que vous aimez la SF, je vous demande vraiment de lui donner une chance, encore plus qu'à Star Wars. Voilà. Et du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci. En parlant de Dark Horse, là actuellement, Dark Horse a sorti une série de comics Star Wars en partenariat avec Disney, qui s'appelle, ça doit être jeunesse, mais Hyper Space Story. Est-ce que vous prévoyez dans les années qui viennent justement de faire en fait une version traduite en VF? Est-ce que c'est dans vos plans? Alors, je vais pas mentir, c'est pas dans les plans pour l'instant en tout cas. Moi, c'est vrai que ça fait partie des trucs que j'aimerais bien mettre en avant parce que je suis toujours pour proposer des trucs jeunesse, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que pour l'instant, le marché ne donne pas forcément énormément raison de pousser dans ce sens-là. Donc bon, j'aimerais bien qu'on essaye de mettre un peu plus en avant ça. Je pense qu'il y aura des opportunités dans le futur, entre autres parce qu'il y a certains projets qu'on aura finis, typiquement le projet des omnibus. Alors, on n'est pas du tout dans le même délire, mais une fois que c'est terminé les omnibus Marvel, ça libère de la place un peu pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre, etc. Je rebondis là-dessus, mais c'est vrai que quelque chose comme même les récits de Cavan Scott sur Darth Vader, le château de Darth Vader, un peu horrifique mais tout public, c'est des choses aussi qu'on aimerait bien remettre en avant à un moment. Faut qu'on trouve la manière de le faire. Voilà. Donc, c'est pas au programme actuellement. Est-ce qu'on l'a oublié? Non. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des freins contractuels? Parce que c'est pas Marvel qui les fait, du coup, c'est Dark Horse ou UDV Publication. Ouais, mais comme tu peux voir, les Star Wars, la Haute République Aventure, c'est pareil, c'est Dark Horse. Donc non, on a accès à ce catalogue-là, il n'y a pas de souci, on peut le faire. La question étant, voilà, il faut qu'on trouve le bon angle, le bon moment. Voilà, c'est pas des projets aussi simples que le reste. J'avais une question sur les one-shots. Est-ce qu'il y a toujours deux questions qui fâchent? Il y a un 100% Star Wars sur les one-shots de World Book Hunters? Ouais, non, là pareil, c'est un peu tombé entre les fissures du sol, quoi. J'ai pas quoi que ce soit annoncé là-dessus. Moi, je sais que pareil, j'ai envie de dire, ce serait quand même vraiment bien de récompenser les fans qui nous suivent de telle manière, etc. Je peux rien promettre, je remettrai une couche dessus, mais pour l'instant, ça reste une exclusivité à la publication en softcover, hardcover. Et est-ce que le one-shot sur Visions, il est prévu quelque part, vu que c'est qu'un one-shot tout seul? Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup à proposer. Pareil, pour l'instant, je ne sais pas ce qu'on en fera. Peut-être que justement avec la nouvelle saison de Visions, ils vont nous annoncer quelque chose d'autre, auquel cas on aurait peut-être une possibilité de le faire. Si c'est pas le cas, il faudra trouver une manière autre de le proposer, parce que c'est vrai que pour l'instant ça fait partie des rares trucs qu'on n'a pas proposé en VF. Bonjour. Niveau publication, j'ai vu que sur Marvel, vous poussiez beaucoup sur les omnibus. Et je voulais savoir si ça allait prévu à un moment ou à un autre sur Star Wars de sortir d'autres omnibus. Sans doute à un moment ou à un autre. C'est vrai que
typiquement, quand on voit l'épaisseur des Deluxe qu'on a fait sur Star Wars ou Dark Vador, d'ailleurs, parce que pour le coup, du coup, on a 3 des séries principales de la période 2015, on va dire 2018, qui ont déjà été publiées comme ça. Donc c'est Star Wars, même 4, on a Star Wars Dark Vador le Seigneur des Sith et Podamron, qui ont été proposés dans des Deluxe qui sont souvent assez épais. Il y en a plusieurs qui dépassent les 400 pages, donc on n'est pas loin de l'omnibus. Donc j'ai un peu du mal à voir ces séries-là être proposées en omnibus à côté. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens, perso. Après, peut-être que oui, un omnibus War of the Bounty Hunters, ça pourrait exister, typiquement. Je sais que éditorialement, moi, ça me semble pas ultra sexy. Moi, ça m'excite pas, donc je le propose pas spécialement. Voilà. Mais typiquement, il existe en VO des omnibus qui republient les épiques en omnibus. Pareil, vu qu'on a fait des épiques cartonnés, je sais pas s'il y a vraiment un sens à le faire, ou en tout cas à le faire rapidement. Voilà. Par contre, voilà, pour continuer sur vraiment, là, je dévoile le fil de ma pensée, qui ne sont pas des annonces du coup, mais ce que moi je pense, et ce que du coup, vu que c'est moi qui après fait les propositions, des fois ça percole et ça donne quelque chose. C'est un truc comme la série Dark Times, qui est super. Elle est à cheval sur 3 épiques. Je me dis qu'un omnibus juste de la série Dark Times, ça pourrait être sympa. Voilà, mais pas forcément un omnibus de toute l'Empire. Voilà. Donc il y a des idées comme ça qui flottent. Pour l'instant, rien de ferme. Concernant les derniers comics Alien, publiés par Panini, en fait j'ai découvert ces comics des années, vous aviez dit 80, 90. Les aliens de période Dark Horse, de mémoire, ça a commencé en 89 et au tout début de Dark Horse. Dark Horse a été fondé en 88, si je dis pas de bêtises, là comme ça. En fait, moi j'ai lu les comics Aliens, mais en fait d'un autre éditeur, Vestron. Ouais, Vestron. D'accord, est-ce que vous prévoyez de rééditer les comics publiés par Vestron? Alors tout ce qui a été publié par Vestron, en fait, c'était des comics de l'époque Dark Horse, donc c'était la période 89-2014. Ils ont publié des choses. Le truc, c'est que ce que Vestron a publié, c'est des récits ici et là, comme ça, des récits aliens, des récits aussi Alien versus Predator, des choses comme ça. On les retrouvera dans les divers omnibus aliens. Il y aura aussi un omnibus Alien versus Predator à un moment, donc ce sera dispatché un peu là-dedans. Peut-être qu'après on extraira certaines séries. Je pense entre autres à Vestron avait proposé les aliens de James Stocco. James Stocco, c'est un dessinateur que je trouve absolument magnifique, une brutasse absolue avec un style ultra précis et à la fois incroyablement brouillon, mais dans le sens le plus noble du terme. Et typiquement, ça, ouais, moi, ça m'exciterait d'avoir sa série qui soit sortie de l'omnibus pour être accessible à tout le monde. Ou pareil, le Alien Absolution, je crois, de Mike Mignola. Bon, bah oui, du Mike Mignola accessible comme ça, sorti de l'omnibus, ça serait bien. Mais, encore une fois, on fait les choses une par une. Pour l'instant, on fait les omnibus. On voit après s'il y a des choses qu'on peut extraire. Pour la publication Légende, est-ce que vous reprenez les mêmes traductions que chez Delcourt ou c'est... Oui. Ok. Voilà. Mot pour mot, super. Merci. Pour être cash, hein, on a racheté leur traduction, du coup. Vu qu'il y a des récits que Delcourt n'avait pas publiés et que les épiques, par contre, sont assez exhaustifs, on se retrouve donc avec quelques récits comme ça qui sont en plus et qui du coup sont traduits par nos traducteurs habituels, que ce soit Thomas Davier ou Mathieu Verdun. Sinon 99% ou 80, en tout cas plus de 90%, c'est les traductions de Delcourt avec un petit peu de polish quand même pour vérifier ici et là, mais voilà. Je reviens sur les aliens. C'est moi qui ai ouvert cette porte, hein, donc c'est ok. Moi je découvre les comics aliens avec des publications. Et du coup, à quand l'Omnibus 3? Alors, pas cette année. Cette année, on fait le tome... Alors, on a fait le tome 2, on fait le tome 1 aussi, je ne l'ai pas dit, mais de Predator cette année. Et le tome 3,
pour être honnête, à un moment il était sur le planning et il a viré sans doute parce qu'on considérait qu'on avait quand même déjà mis pas mal d'omnibus. Oui, Donc, voilà. Donc il arrivera en 2024. Voilà. Je ne dévoile aucun secret en disant que les comics aliens se vendent extrêmement bien. Peut-être pas aussi bien que les meilleures ventes de Star Wars, mais voilà, c'est pas loin derrière. Donc il n'y a aucune raison d'arrêter les omnibus, ils marchent très bien. D'autres questions? Bon, et ben on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de festival et un temps pas trop pluvieux. Et je vous dis soit plus tard à Tabarly ou à l'année prochaine sinon. Voilà.